Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'Heure Bleue pour ce nouveau podcast. La souffrance. Voilà un gros morceau. On y est tous confrontés et généralement suffisamment de fois dans une vie pour avoir besoin de quelques pistes pour vivre la souffrance autrement. Je parle ici de souffrance émotionnelle et pas de souffrance physique. J'ai toujours à cœur de partager des contenus qui viennent de ma propre expérience et j'ai la chance que je n'ai jamais dû faire face à la souffrance physique. En revanche, la souffrance émotionnelle, ça, c'est quelque chose que je connais. Je suis allée l'explorer à fond et j'ai essayé plein de trucs pour m'en débarrasser. Et c'est justement là le premier souci, c'est qu'on cherche toujours en premier lieu à se défaire de la souffrance, alors qu'on pourrait peut-être plutôt apprendre à rester avec de façon tranquille et sereine. S'accorder le droit de souffrir, c'est une façon de s'auto-tendresser et de s'apporter de l'auto-empathie. Et quand on parvient à ça, on devient de plus en plus autonome et on accède à davantage d'amour de soi. Mais je vous le concède, c'est assez logique de vouloir éviter la souffrance. Personne n'aime souffrir, donc quand on parle d'accueillir la souffrance, on a plutôt tendance à se dire non mais ça va pas ou quoi? Accueillir la souffrance et quoi encore? La cultiver tant qu'on y est? En réalité, c'est pas la souffrance qu'on accueille, mais c'est nous-mêmes quand on est en souffrance. En gros, si on se tape un orteil dans un pied de table et qu'on a super mal, c'est pas le pied de table qu'on va accueillir, mais la part de nous qui a mal et qui est en souffrance. Ça change quand même un petit peu la donne. Mais malheureusement, dans notre éducation, on n'a pas appris à s'accueillir et généralement, on ne sait pas comment se donner de l'auto-empathie et comment rester avec sa souffrance. Et souvent, quand on cherche du réconfort à l'extérieur, on voit que c'est pareil. Nos amis non plus ne savent pas vraiment nous donner une réelle empathie. Ils vont souvent chercher à nous rassurer, à dédramatiser la situation, ou alors tenter de trouver la meilleure solution pour nous. Tu devrais faire ça, essaye de faire ceci. T'as déjà pensé à ça? Ou alors le classique, n'y pense plus, viens, on va boire une bière, faut passer à autre chose, ça vaut pas la peine de perdre ton énergie là-dedans. Et malheureusement, ce qu'on remarque, c'est que même si nos amis sont pleins de bonnes intentions, cette façon de faire, c'est pas toujours très soutenant. Il ne nous reste donc plus qu'à apprendre comment gérer notre propre souffrance et comment s'accueillir soi-même pour gagner en autonomie et surtout en conscience. Mais tout d'abord, il va falloir franchir le barrage qui s'érige face à la souffrance et qui se donne pour mission de la faire cesser. Et ça, c'est l'œuvre de notre pote le mental. Alors, pour rappel, le rôle premier de notre mental, c'est de trouver des solutions. Et si c'est très utile pour résoudre des problèmes mathématiques et pratiques, c'est beaucoup moins efficace en matière d'émotions parce que les émotions, ce ne sont pas des problèmes, ce sont juste des états qui nous traversent et par conséquent, il ne s'agit pas de les résoudre. Le mécanisme est généralement toujours le même. Notre souffrance est déclenchée par un événement extérieur, comme la perte d'un être cher, une rupture, un licenciement, une trahison, etc. Mais ce qui entretient la souffrance et qui l'augmente même, c'est la façon dont notre mental s'empare de la situation pour tenter de la gérer. Ce mental va générer des pensées qui, a priori, devraient nous aider, mais qui, en réalité, augmentent la tension à l'intérieur de nous, donc la tension, pas l'attention, à l'intérieur de nous, et qui contribuent à soutenir la souffrance. Alors, par exemple, notre mental, pour essayer de trouver une solution, il peut se rejouer une scène du passé 1000 fois, avec chaque fois un autre scénario, pour tenter d'imaginer une issue positive à la situation qui nous fait souffrir. Alors là, on va se dire des choses du style « si j'avais su qu'il réagirait comme ça, j'aurais plutôt dit ça » ou alors « j'aurais dû faire comme ça, j'aurais dû être plus présent, je regrette de ne pas avoir pensé à lui dire encore ceci ou cela, si seulement j'avais pas réagi comme ça, etc. » Et tout ça, c'est absolument énergivore d'un côté et épuisant de l'autre parce qu'évidemment, la situation, elle est ce qu'elle est et aucune pensée ne pourra la changer. On s'enferme alors dans un sentiment d'impuissance qui peut même dégénérer en colère et qui va générer davantage de souffrance que la véritable situation initiale. Alors bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça ?
Pour moi, la solution pour chaque situation, c'est d'utiliser les merveilleux outils qu'offre la communication non violente pour aller écouter les besoins cachés derrière les mécanismes que notre mental met en place. Alors, pour préciser, quand je dis écouter, entre guillemets, nos parts, ça consiste de façon très pratique à s'asseoir un moment, à fermer les yeux et à se relier à cette part, à la laisser venir à la surface pour qu'elle puisse transmettre son message de façon claire. Moi, j'appelle ça, quand c'est des parts un peu tyranniques comme ça, on appelle ça laisser pisser le chacal. Donc, on va écouter tout ce qu'elle a à dire, tous ses jugements, tout ce qu'elle va vouloir transmettre. Et puis ensuite, on va essayer de voir quel besoin cette part qui s'agite comme ça cherche à nourrir à travers ses pensées. Et ce que j'appelle les parts, c'est simplement tous ces aspects de nous qui cohabitent à l'intérieur de nous et qui ont chacun leurs idées, leurs émotions, leurs besoins. Alors, pour un peu plus de détails concernant toute cette histoire de parts intérieures, parce que pour moi c'est quelque chose d'absolument fondamental, je vous invite à écouter le podcast numéro 4 qui s'appelle « Comprendre nos parts intérieures ». Donc, revenons-en à notre mental qui se rejoue en boucle le passé. Dans ce cas-là, on va essayer de voir qu'est-ce que cette part cherche à nourrir à travers cette stratégie de remodelage du passé. Par exemple, si elle pouvait changer le passé, qu'est-ce qu'elle obtiendrait de positif ? Et si elle obtenait ce sentiment positif, quel besoin cela nourrirait chez elle ? Alors il peut s'agir d'un besoin d'harmonie, d'amour, de reconnaissance, tout dépend de la situation qui est à l'origine de la souffrance. Prendre le temps de reconnaître cette aspiration, ça permet déjà d'apaiser le mental et de lui donner un petit peu de répit. Ensuite, sachant quel est le véritable besoin, on peut choisir de poser une action en conscience ou juste de se donner de l'empathie si aucune action ne peut être posée. Dans d'autres cas, notre mental peut aussi se placer en tyran moralisateur. On va l'entendre nous dire des phrases du type « mais tu ne devrais plus souffrir de ça, tu devrais être capable de, tu dois aller de l'avant, tu vas pas te morfondre pendant des semaines quand même, avec tout le chemin que tu as déjà fait, franchement tu devrais pouvoir accepter ce qui est ». Et là, notre mental nous plonge dans la culpabilité, dans l'impression de ne pas être assez fort ou de ne pas avoir assez de ressources, ce qui ajoute une couche de souffrance par-dessus la souffrance existante. Mon expérience, c'est que derrière cette stratégie culpabilisante, le besoin du mental est en réalité de prendre soin et de protéger notre part souffrante. Il aimerait juste que ça s'arrête, donc il cherche une solution. Mais il ne sait pas comment faire autrement que d'être en exigence. Et pour lui, cette solution, pour nous protéger, pour arrêter la souffrance, ça va être de nous moraliser, comme ça, comme le ferait un parent, voire un pote. Il y a des amis qui vous disent « vas-y, tourne la page. Non, mais maintenant, ça fait longtemps que c'est arrivé, tu devrais... Donc, en faisant ça, le mental, il veut nous éviter la souffrance, mais il ne se rend pas compte que sa stratégie crée de la souffrance supplémentaire. Et souvent, cette part est également épuisée et exaspérée parce qu'elle applique sa stratégie en boucle sans aucun résultat. Et ce pauvre mental se charge d'une tâche pour laquelle il n'a aucune compétence. Et du coup, il est épuisé par son propre comportement, mais il rejette la faute sur l'autre part de nous qui est toujours en souffrance et qui ne progresse pas assez vite à ses yeux. Alors, pour apaiser cette part tyrannisante, j'essaie toujours de reconnaître à quel point elle veut contribuer pour moi et de mesurer à quel point elle est exaspérée et épuisée. Mais quand je dis ça, c'est pas juste le faire mentalement. Ah ouais, j'ai une part de moi qui est fatiguée, qui est épuisée et puis qui aimerait juste prendre soin de moi. Non, c'est vraiment, comme je disais avant, s'asseoir, fermer les yeux et se relier, vraiment, prendre le temps de se relier à cette part sur le plan émotionnel. Comme on se relierait à un enfant, avec un ami, d'être vraiment en amitié et en tendresse avec soi, et puis d'aller simplement reconnaître cette part qui est tyrannique, et puis de lui dire qu'on a vu à quel point elle aimerait faire quelque chose pour nous. Et une fois qu'on lui a donné toute l'empathie dont elle a besoin, et qu'elle se sent entendue et reconnue, on va le sentir ça, à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui va se détendre. Et bien à partir du moment où il y a cette détente, on peut essayer de formuler une demande à notre part tyran qui n'est plus si tyrannique que ça. Par exemple, on peut simplement essayer de lui demander de nous laisser tranquilles
pendant un temps qui soit acceptable pour elle et s'engager à faire le point avec elle après le temps convenu. Ça paraît assez dingue, hein, mais je vous assure que ça fonctionne. Pour l'avoir fait moi-même, euh, c'est vraiment fou. D'ailleurs, j'avais demandé, c'était rigolo, j'avais demandé un répit d'une semaine à cette part tyran. Et en fait, elle était tellement effrayée à l'idée que j'avance pas sans elle pour me botter les fesses que j'ai finalement réussi à négocier seulement 3 jours de répit. Mais ça a été 3 jours tellement libérateurs. Et du coup, quand j'ai été réécouter cette part après 3 jours et que je lui ai montré que je souffrais moins sans sa contribution, eh ben, elle a été d'accord de me laisser tranquille pour une durée indéterminée, à condition que je m'engage à lui accorder de l'attention si elle décidait de se manifester à nouveau. Et ça, c'est marrant parce que c'est pas moi qui l'ai entre guillemets inventé, c'est vraiment des choses qui montent à l'intérieur de soi et qu'on ressent. Et puis il y a ce dialogue qui se met en place. Et puis là, bah voilà, la condition, j'ai entendu entre guillemets, j'ai senti que bah oui, c'était ok, je te laisse tranquille, mais si jamais je me pointe, c'est exclu que tu m'ignores. Et donc voilà comment on négocie des arrangements avec soi-même. Et ça montre aussi toute l'importance et l'intérêt de se considérer comme un ensemble de parts et non pas comme une seule et unique entité. Parce qu'à partir du moment où on a cette vision qu'on est un rond dans lequel il y a plein de petits ronds et que tous ces petits ronds, c'est des parts intérieures, eh bien quand on se considère comme le grand rond, on peut agir entre guillemets comme médiateur, on peut se positionner avec un peu de recul. Et ça, c'est vraiment très très précieux. Alors maintenant, quand notre part tyrannisante se met en veille, ou quand elle ne se manifeste pas du tout, ce qui peut arriver aussi parfois évidemment, alors ça permet à une autre part d'émerger et de venir s'exprimer. Et souvent, mon expérience, c'est que là, c'est la part souffrante qui va venir. Parce que jusque-là, elle n'avait pas tellement le droit de s'exprimer puisqu'on lui tapait dessus. Et donc, avec cette part souffrante, on va faire pareil, on va prendre un moment pour se relier à elle. Alors on peut se demander si en laissant la place à cette part, on ne risque pas de s'embourber dans sa souffrance et de se faire complètement envahir. Et effectivement, c'est une crainte que j'ai eue moi-même, mais étonnamment, eh bien mon expérience, c'est que quand on cesse de lutter contre soi-même, quand on arrête de tirer sur le nœud, alors les choses peuvent se détendre et l'intensité diminue. Donc tant qu'on lutte pour ne pas entendre cette part souffrante, il y a une tension en nous et par conséquence davantage de souffrance. Et quand on se met à l'écoute, eh bien, cette part va en fait diminuer en intensité. Donc on va se mettre à l'écoute de cette part souffrante et tenter de traduire en termes de besoins ce qu'elle va nous raconter. Dans le cas d'un deuil, par exemple, cette part va sûrement nous parler du manque de la personne et de toute la tristesse et de la frustration qu'elle éprouve en pensant à tout ce qu'elle aurait encore voulu vivre avec la personne disparue. Tous ces magnifiques moments partagés qui lui ont apporté de la joie et qui ne pourront plus jamais être revécus. Et cette part vit et vibre le manque de ce qu'elle a perdu et ne connaîtra plus. Mais au-delà de ça, eh bien, on peut se relier aux besoins qui sont nourris dans ces beaux moments. Il peut s'agir par exemple d'un besoin de joie et de partage. Et quand on parvient comme ça à attraper le besoin derrière le manque, la tristesse, l'impuissance ou toute autre émotion difficile, eh bien on revient vers quelque chose de beaucoup plus agréable. Quand on comprend qu'on aspire à vivre la joie et le partage, on est dans quelque chose de précieux. Et cela, ça peut déjà faire beaucoup de bien de simplement reconnaître cette aspiration et de s'y relier. Et en procédant comme ça, on va comme décoller nos besoins de la personne perdue. Bien sûr, notre préférence, c'est évidemment de nourrir ses besoins avec une personne bien précise. Mais si dans la réalité, c'est plus possible, alors on peut peut-être s'engager à faire quelque chose pour soi régulièrement pour nourrir cette aspiration à la joie et au partage. Parce que finalement, la joie et le partage, il y a 1000 façons de nourrir ça. Et là, je parle de deuil, mais ça peut aussi être plein d'autres situations. Si on a été licencié après plus de 30 années de bons et loyaux services et qu'on est dépité parce qu'on ne comprend pas comment on peut nous traiter de la sorte, alors en prenant le temps d'écouter cette part qui souffre, on va peut-être découvrir un besoin d'accomplissement, de réalisation de soi ou même de contribution au développement de l'entreprise. Et une fois qu'on a saisi ces besoins, on se rend compte presque naturellement qu'ils peuvent être nourris par d'autres moyens. On peut s'accomplir de 1000 façons
On peut se réaliser de 1000 façons et on peut contribuer au développement de 1000 entreprises différentes. Vous voyez, c'est ça qui est absolument magique et fantastique avec le fait de se relier à nos besoins profonds. C'est que ça permet beaucoup plus de liberté d'action après. Et autre bonus, parfois, les besoins n'ont pas nécessairement besoin d'être nourris, mais le simple fait qu'ils soient reconnus, eh bien, ça permet déjà une détente qui peut être salutaire. Enfin, dernière phase de l'accueil de la souffrance, eh bien, c'est de se donner de l'empathie. Alors, on le fait déjà de la plus belle des façons, en se mettant à l'écoute de nos besoins, de nos parts et en les reconnaissant. C'est déjà vraiment énorme. Et parfois, on n'a pas les moyens d'en faire davantage parce qu'on est trop pris par l'émotion. Et surtout, j'aimerais dire que tout ce processus d'écoute de ses parts, etc., c'est quelque chose qui demande non seulement des outils, mais qui demande aussi de la pratique. Et c'est tout à fait normal si au début on n'est pas capable de le faire tout seul. C'est pour ça que ça peut être vraiment très intéressant de se faire accompagner par quelqu'un qui peut nous aider à défaire un petit peu la pelote de toutes ces parts, parce que voilà, là comme je le dis, ça a l'air facile de distinguer telle ou telle part, mais quand on est vraiment pris dans l'émotion, ça peut devenir très compliqué de savoir quelle part s'exprime. Souvent, elles vont parler en même temps, donc ça devient compliqué. Donc j'aimerais vraiment préciser que c'est un exercice qui n'est pas facile parce qu'on n'a pas appris à le faire et que donc ça peut être utile et intéressant dans un premier temps de se faire accompagner avec quelqu'un qui peut nous aider à mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Ceci étant dit, si on a les moyens de se donner un petit peu plus d'attention, si on n'est pas trop pris dans l'émotion, alors on peut essayer d'apporter de l'empathie à notre part souffrante. Donc après l'avoir reconnue, etc., ce qui est déjà se donner de l'empathie, mais on peut aussi simplement fermer les yeux et puis se dire à soi-même quelque chose comme « Je suis là pour toi, je sais que tu souffres et je t'accueille comme tu es. Je t'aime et je reste main dans la main avec toi. » C'est une petite phrase comme ça qu'on peut se dire. C'est une façon de s'aimer inconditionnellement, d'être sa propre source d'empathie intarissable. Et on devient ainsi de plus en plus autonome et capable de nous laisser traverser par la souffrance avec une forme de paix. Et ça ne veut pas dire qu'on va plus souffrir. C'est là qu'il y a une nuance très importante à saisir. Tout ce que je propose ici, c'est jamais dans le but d'éviter la souffrance, ni vraiment de la diminuer, mais c'est juste de la vivre avec un certain recul, avec une certaine sérénité, et puis surtout de ne pas rajouter de la souffrance supplémentaire. Voilà. Et dans tout ce processus, on va aussi faire attention à bien vérifier son intention. Parce que si on s'apporte cette empathie avec l'intention de faire taire la douleur, alors la part de nous qui est en souffrance, elle va immédiatement repérer le stratagème et on n'obtiendra aucun résultat. Donc plus l'intention est de calmer la douleur, moins ça marche. C'est là qu'on est obligé d'être vrai, parce que en fait, c'est l'intention de prendre soin de soi sans attendre de résultats, dans un amour inconditionnel, qui est en fait l'unique chemin qui va mener vers l'apaisement. Voilà, si vous avez des commentaires, des questions ou si vous voulez partager vos expériences, eh bien n'hésitez pas à le faire et je vous lirai avec une grande attention. À bientôt!